Bonjour les copines, j'espère que vous allez bien. Bon, hier, il y a eu un souci apparemment avec Facebook et la deuxième vidéo n'a pas été correctement enregistrée. C'est dommage pour les gens qui voulaient la regarder en replay. Et du coup, j'ai décidé de la refaire parce que voilà, ça m'a fait un peu de la peine parce que tout le monde n'a pas pu regarder et il y avait beaucoup plus d'intérêt sur la deuxième vidéo que la première. Donc voilà. J'espère que cette fois ça ira. Ça sera pas en live, mais je vais faire mon mieux pour refaire toutes les explications comme si c'était en live. Donc calculer ses calories sans appli, sans calculateur et de manière précise et personnalisée. Tout au long de cette présentation, on va parler du cas où la personne qui veut faire un régime cétogène, qui veut calculer ses calories pour un régime cétogène, n'a pas un problème de santé et n'a pas de condition médicale avérée. Je le redis, je sais, c'est ennuyeux, mais il vaut mieux le dire que ne pas le dire en fait. Voilà. Donc, les sujets abordés dans cette petite présentation, c'est déterminer son MB, métabolisme basal, choisir son facteur d'activité, définir ses calories de maintien, le déficit et le surplus calorique selon son objectif, ratio et macro dans une diète cétogène. Donc ratio et macro, c'est deux choses différentes. Faut pas confondre. Calculer ses macros en cétogène. Et tout cela va se faire à travers une étude de cas voilà, que j'ai pris comme exemple pour illustrer un peu les calculs et que ça soit beaucoup plus facile à comprendre et à imaginer pour nous toutes. Donc, déterminer son métabolisme basal. Donc, le métabolisme basal, c'est quoi? C'est le nombre de calories, d'énergie donc, que notre corps consomme au repos total. Quand je dis repos total, c'est lorsque nous sommes allongés dans un canapé ou dans un lit, qu'on n'est pas en train de digérer un repas, on n'est pas en train de réfléchir et on n'est pas en train de faire quel que soit comme activité physique. Donc c'est comme si on était endormi. C'est les calories brûlées consommées par notre organisme juste pour exister, juste pour se maintenir en vie. Donc la méthode de calcul la plus exacte selon l'ADA, donc American Dietetic Association, c'est l'équation de Mifflin et Saint-Georges. Pourquoi c'est la méthode de calcul la plus exacte à ce jour? Parce qu'ils se sont basés sur des cas réels. Ils ont basé donc leur étude sur des personnes qui ont suivi sur 10 ans. Et c'est un calcul normalisé sur des cas réels, sur des êtres humains. C'est pas juste une façon de calculer où des mathématiciens ont implémenté en laboratoire. C'est vraiment quelque chose qui a été expérimenté sur des humains, sur des femmes et des hommes, de à peu près, si mes souvenirs sont bons, il y a eu 10 ou 100 000 personnes. Bref, je m'étale pas sur les chiffres parce que j'ai oublié. Mais c'est une étude qui a duré 10 ans. Donc ils sont sortis avec deux équations, une pour femme et une pour homme. Donc ça, c'est les équations qu'on va garder. Avec la lettre P, c'est le poids en kilogrammes. La lettre T, c'est la taille en centimètres. Et la lettre A, c'est l'âge en années. Et pour les autres chiffres, on va garder la même chose pour tout le monde. Tout ce qui va changer, c'est juste le poids, la taille et l'âge, selon les personnes. Choisir son facteur d'activité physique. Donc le facteur d'activité physique, c'est ce qui rend les applications et les calculateurs automatiques et qui existent un peu partout sur Internet pas précis. Parce que
généralement, ils sont en train de faire le métabolisme basal, comme on a vu tout à l'heure dans la diapo qui précède celle-là. Il se base sur le métabolisme basal uniquement, donc sans appliquer de facteurs physiques, de facteurs d'activité physique. Donc, ce qui est un peu léger comme approche, parce que le juste fait de se lever de son lit, faire le ménage, préparer un repas, le manger et le digérer, nous fait consommer des calories et nous fait consommer donc de l'énergie, et dont notre corps a besoin aussi. Donc c'est un peu léger de se baser sur un métabolisme basal d'une personne 100% sédentaire, voire alitée, et ne pas appliquer le facteur d'activité physique. Ce qui rend les régimes très hypocaloriques, justement, c'est parce qu'on n'applique aucun facteur d'activité physique. Donc le facteur d'activité physique, c'est le coefficient calorique dépensé suite à une activité. On peut compter ça sur une activité journalière, sur une journée, ou hebdomadaire, sur une semaine. Donc ces mesures-là que je vous présente, ce sont les mesures de base. Voilà, c'est des mesures qui sont les plus exactes aussi à ce jour, parce que ça a été normalisé à travers une étude sur des humains. C'est pas une étude in vitro, c'est pas une étude sur les souris, c'est des humains, c'est des sportifs, c'est des volontaires qui ont participé à cette étude, et donc les chercheurs ont déterminé le facteur d'activité physique sur 6 niveaux. Donc on a le 1.2 pour sédentaire, le 1.375 pour activité modérée, 1.55 pour moyenne, 1.725 sur activité intense, 1.9 pour les athlètes professionnels. Les athlètes professionnels, c'est les personnes qui ont travail régulier et par exemple qui s'entraînent tous les jours pour faire des marathons, pour participer à des compétitions, mais ils ne vivent pas de leurs activités sportives. Après, on a 2.3 pour les athlètes de haut niveau, c'est les sportifs qui vivent de leur sport, par exemple les footballeurs, les coureurs de course, les marathoniens qui vivent de leur sport, ou les personnes qui font du crossfit de compétition par exemple. Ça, c'est le sport qui consomme le plus d'énergie à ce jour. Donc ça, c'est un facteur d'activité, c'est le facteur d'activité physique qu'on applique au métabolisme basal pour savoir à peu près combien d'énergie notre corps consomme sans pour autant faire plus que ça. Donc dans notre vie quotidienne, combien d'énergie on consomme. Donc quand on applique le facteur d'activité physique au métabolisme basal, c'est une multiplication en fait, c'est le métabolisme basal multiplié par notre facteur d'activité physique qu'on aura choisi selon la charte citée tout à l'heure. On aura combien de kilocalories de maintien notre corps consomme chaque jour. Donc ça, c'est important de le savoir, nos calories de maintien, c'est important de les connaître, parce que c'est à partir de ce chiffre-là qu'on va pouvoir choisir si on veut appliquer un déficit calorique pour perdre du poids, ou appliquer un surplus calorique pour, par exemple, prendre du poids ou bien bâtir du muscle. Donc voilà, le déficit et le surplus calorique selon objectif. Donc notre objectif, c'est ou bien de perdre du poids ou changer sa composition corporelle. De l'autre côté, on peut vouloir gagner du poids et changer sa composition corporelle. Par composition corporelle, je veux dire le pourcentage de lipides, de gras,
et le pourcentage de muscles qu'on a dans notre corps. Est-ce qu'on est, dans un langage un peu plus vulgarisé, si on est sec ou pas. Donc si on voit bien la définition musculaire ou pas. C'est le pourcentage gras versus muscle qui définit le visuel de notre corps. Donc on applique un déficit calorique par rapport aux calories de maintien. Je dis bien par rapport aux calories de maintien, mais pas au métabolisme basal. On ne touche jamais au métabolisme basal. On ne descend jamais au-dessous des calories de notre métabolisme basal. On peut se mettre en danger si on fait ça. Donc voilà, donc on applique un déficit aux calories de maintien si on veut perdre du poids et changer sa composition corporelle. Dans l'autre cas, on peut appliquer un surplus calorique aux calories de maintien toujours si on veut gagner du poids et changer sa composition corporelle. Par exemple, si on veut bâtir plus de muscles, pour avoir plus de muscles pour être plus fort, on doit appliquer un surplus. Un déficit ou un surplus calorique est appliqué progressivement et il est compris entre 5% et 30% maximum pour une perte de poids durable et sans danger ou un gain de poids durable et sans danger. J'ai oublié de noter ça. Mais quel que soit notre objectif, on applique le déficit ou le surplus progressivement. Ça veut dire c'est pas du jour au lendemain qu'on va passer de 2000 calories par jour à 1200 calories par jour et on veut que notre corps se comporte tout à fait normalement et qu'on n'a pas de fringales et qu'on n'est pas un peu désorienté, voire vouloir manger tout ce qui passe après 3 jours de régime. Donc, si on applique les transformations caloriques progressivement, on rencontre moins de problèmes par rapport à ça en fait, par rapport au comportement que notre corps peut faire, parce que notre corps c'est une machine très intelligente, il sait ce qu'il veut et quand il veut quelque chose, il va l'avoir. Si votre corps décide qu'il a faim, qu'il veut manger, dès que vous allez voir de la nourriture, vous allez vous ruer dessus sans vraiment être conscient ou sans comprendre le pourquoi du comment. Le typique cas de « je comprends pas ce qui m'arrive, voilà, j'ai voulu manger une petite part de pizza et du coup j'ai mangé toute la pizza sans être consciente ». Et ça, c'est parce que votre corps a besoin d'énergie et de toutes les manières, il va la voir, son énergie. Même s'il doit inhiber votre conscience et votre cerveau. Donc, c'est vraiment une machine intelligente et il faut travailler avec votre corps, pas contre votre corps, parce qu'il vous veut que du bien, votre corps. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, les calories de maintien, on fait plus 5% ou bien moins 5%. Pour commencer, 5%, c'est excellent. Si vous êtes habitué et ça fait un moment que vous faites votre régime et que vous avez stagné, vous pouvez aller jusqu'à 10, 20, 15, 17 même. Mais ne changez pas votre calorie consommée, ce que vous mangez. Si vous perdez toujours du poids et vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, vous n'êtes pas obligé de diminuer ou d'augmenter. Donc si ça marche, vous ne stagnez pas, laissez comme ça. Pour avoir la flexibilité après, de diminuer encore ou bien de rajouter encore pour atteindre plus facilement vos objectifs. Donc là, une étude de cas. Cette étude de cas va nous permettre d'appliquer tous les calculs qu'on a vus précédemment. Donc moi, j'ai pris l'exemple d'une femme âgée de 34 ans qui a une taille moyenne de 165 cm avec un poids de 65 kg.
Elle fait du sport 5 fois par semaine, elle travaille dans un bureau et prend les transports en commun. Son objectif, une perte de poids esthétique. Donc elle n'a pas de condition médicale, elle n'est pas malade, elle travaille, elle prend les transports en commun. Pourquoi c'est important de prendre en compte les transports en commun? Parce que si vous habitez dans une ville où les transports en commun vous prennent 1 à 2 heures par jour et qu'il y a des trajets à parcourir entre, par exemple, les métros ou les escaliers du métro, par exemple, si vous habitez à Paris, vous avez, ou dans une ville aussi grande, il y a beaucoup de trajets parcourus à pied pour relier les différents métros. On descend beaucoup de marge, on monte beaucoup de marge et on est souvent debout, ou bien dans le métro, ou bien sur le quai, et ça brûle des calories, ça consomme de l'énergie. Donc ça, c'est à prendre en compte pour ne pas avoir faim ou avoir les coups de barre dans la journée. On doit prendre conscience qu'on est en train de bouger toute la journée, et donc on est en train de consommer de l'énergie toute la journée. Et c'est là où les calculateurs automatiques font un peu abstraction de ces petits détails-là qui font une grande différence sur nos calories consommées, parce que ça peut nous prendre jusqu'à 150-200 kilocalories juste pour se transporter de métro en métro, de la maison au travail et revenir du travail à la maison. Donc ça, c'est 200 calories de plus qu'il va falloir consommer. Donc voilà, et ici donc on a pris pour notre cas, donc c'est une femme, j'ai pris donc l'équation pour les femmes et j'ai remplacé la lettre P par son poids en kilogrammes, sa taille en centimètres et son âge en années. Je suis parvenue à avoir son métabolisme basal qui est de 1350,25 kilocalories par jour, juste pour se maintenir en vie. Donc si cette dame fait un régime à 1200 calories, qui est le classique chez certaines personnes, chez certaines filles, de faire 1200 calories, elle va tenir 3-4 jours et après ça va être la fringale directe parce qu'elle aura beaucoup trop faim. Et ça ne sera pas une expérience très agréable, et peut-être qu'elle fera aussi le yo-yo, le classique, où elle va perdre, je ne sais pas, 5 kilos en 5 jours et reprendre 10 kilos en 2 jours. Je suis en train d'exagérer, mais voilà, ça peut arriver. Donc là, on va appliquer le facteur d'activité. Donc cette dame, elle fait du sport donc quand même 5 fois par semaine et elle prend les transports en commun. Donc elle tombe dans la charte de tout à l'heure, dans l'activité intense. Donc on prend ses calories de son métabolisme basal fois le facteur d'activité, on finit avec ses calories de maintien. Ces calories de maintien, c'est quand même 2329 kilocalories par jour pour maintenir le même poids. Donc si cette dame, elle ne veut pas grossir, elle ne veut pas maigrir, elle veut juste garder son poids, elle va devoir manger 2329 kilocalories par jour, en gardant bien sûr son rythme de vie comme décrit auparavant, donc 5 fois par semaine de sport et tout. Donc vu que son objectif c'est une perte de poids esthétique, on va appliquer un déficit calorique pour une perte de poids qui est de moins 10%. Pourquoi j'ai choisi moins 10%? Parce que voilà, c'est un choix personnel, parce que moins 10%, ça sera un déficit significatif. Mais aussi, je me suis dit, voilà, assumant que cette dame veut perdre un peu plus rapidement
c'est le cas de la majorité d'entre nous, hein, un peu plus rapidement les quelques kilos qu'elle a à perdre. Donc moins 10%, on finit par 2096 kilocalories par jour pour une perte de poids. Les 2096 kilocalories par jour, c'est notre total calories désirée. Donc c'est ce qu'on veut manger pour perdre du poids. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon discours, j'incite à manger parce que on grossit en mangeant et on perd du poids en mangeant. On perd du poids en mangeant bien et on grossit en mangeant pas bien. Ça veut dire la qualité de votre alimentation, la manière dont vous vous alimentez, ça entre aussi en jeu. Donc, si vous avez calculé votre déficit calorique et vous avez fini par trouver, je sais pas, 2200 calories, mangez-les les 2200 calories, il n'y a pas de problème. Votre corps va certainement supporter, avoir de l'énergie, c'est mieux même. Vous allez mieux faire mieux dans votre journée, vous allez être performant dans le sport, vous allez être performant dans votre travail, vous allez avoir de l'énergie, vous allez être plus heureuse. Donc, mangez vos calories, mesdames. Alors, on passe. Là, je me suis un peu emportée sur le manger vos calories, mais c'est vrai que même moi, avant de me former sur ce monde de la nutrition, j'ai fait des conneries. Hein. J'ai mangé les 1200 calories et j'ai fait les régimes hypocaloriques de fou. Et là, je me rends compte que j'étais un tout petit peu... c'était un peu futile de ma part de faire ça parce que mon corps a besoin de beaucoup plus. Et si je le contrains à avoir faim, il va se venger derrière parce que c'est une machine intelligente. Donc là, je fais plus, je mange. Personnellement, je suis au-delà des 2000 calories pour maintenir mon poids. Et je suis contente. Et mes copines disent que je mange comme un mec. Et j'assume. Donc on passe. Alors... ratio macro dans la diète cétogène. Donc ratio et macro, déjà, on confond toujours ça. Donc le ratio, c'est le rapport entre les grammes de lipides et le total des non-lipides. Ça veut dire combien on a mangé de lipides dans notre repas et combien on a mangé de l'addition des protéines plus glucides. Donc c'est ce qui définit le ratio. Donc il y a 4 ratios. Le 4.1, le 3.1, c'est des ratios thérapeutiques qui sont utilisés par les médecins pour gérer des maladies. À titre d'exemple, gérer quelques cas de diabète. Et ces ratios-là sont un peu extrêmes. Pour un corps sain qui n'a pas de maladie, ils sont extrêmes. Et je ne vois pas l'intérêt d'appliquer un ratio médical, thérapeutique, sur un corps qui n'a aucune maladie. Voilà, donc le 4.1, 3.1, c'est des ratios thérapeutiques. Si on dit 4.1, c'est qu'il faut manger 4 fois plus de lipides par rapport à l'addition des protéines plus glucides. Les deux autres ratios, c'est le 2.1, 2 pour 1 et 1 pour 1. C'est des ratios très atteignables pour une perte de poids esthétique, qui sont très gérables, qui ne sont pas très durs à suivre et qui ne nécessitent pas d'accompagnement médical. C'est bien sûr mieux si vous avez choisi de vous faire suivre par un nutritionniste, c'est mieux que de faire des manipulations de votre régime alimentaire tout seul. Mais néanmoins, si vous voulez tenter l'expérience sur quelques semaines, voire quelques mois, restez dans les ratios 2 pour 1, 1 pour 1. C'est beaucoup plus safe
pour vous et vous vous mettez beaucoup moins en danger et c'est beaucoup plus applicable. Donc 2 pour 1, c'est manger 2 fois plus de lipides que de l'addition protéines plus glucides. Maintenant les macros. Les macros, quand on dit macros, c'est on parle de macronutriments. C'est les lipides, protéines, glucides. Et là, c'est pris en compte individuellement. Donc, c'est pris en compte individuellement, c'est pas un rapport entre les trois, mais c'est individuellement combien de protéines, combien de glucides et combien de lipides. Donc, les protéines, pour un être humain normal, normal, je veux dire qui n'est pas un sportif de haut niveau, qui ne fait pas par exemple des compétitions d'haltérophilie, qui fait du sport régulièrement sans pour autant avoir un objectif d'être Schwarzenegger de demain, 1 gramme par poids de corps, c'est largement suffisant. On peut aller jusqu'à 1,2 g si on fait des sports de résistance, par exemple si vous faites du crossfit ou de la musculation intensive à la salle de sport. Certaines personnes disent qu'il faut aller jusqu'à 2 grammes, mais je vous rappelle qu'ici on est dans une diète cétogène. C'est pas une diète hyperprotéinée, on garde les protéines modérées à moyen, donc on ne doit pas dépasser les 1 g par poids de corps, voire 1,2 g par poids de corps si vraiment on a besoin de ça. Il faut savoir aussi que 1 g de protéines nous donne 4 kilocalories. Les glucides maintenant, c'est vu qu'on est dans une diète cétogène encore, il ne faut jamais dépasser les 50 g par jour. Pourquoi 50 g? Parce qu'au-delà de 50 g, on peut sortir de cétose. Alors, il y a des personnes ou des groupes ou des conseillers qui disent qu'il ne faut pas dépasser les 20 g de glucides par jour. Alors, si vous êtes dans une cétose thérapeutique et que vous avez un ratio de 4,1, c'est normal de ne pas dépasser les 20 g par jour. Si vous êtes dans une démarche esthétique, vous n'êtes pas en cétose thérapeutique, vous pouvez aller jusqu'à 30 à 40 g par jour sans aucun souci et ça dépend bien sûr des personnes. Par exemple, hier sur le live, il y a eu une personne, je pense qu'elle s'appelle Nathalie, je dis coucou à Nathalie si jamais elle revoit la vidéo. Donc, elle a dit qu'elle ne pouvait pas être en cétose au-delà des 20 g par jour et qu'a priori, elle n'a aucun problème de santé. Donc, selon votre lifestyle avant de commencer le régime cétogène, votre corps il est habitué à avoir certains nutriments, certains macronutriments. Des fois, il a du mal à s'adapter au départ, mais après, au fur et à mesure, vous pouvez tester en augmentant un tout petit peu vos glucides et tester si jamais votre corps il réagit très bien. Donc, il faut tester et voir. C'est votre corps qui vous le dira. Sinon, chez certaines personnes qui ont génétiquement le diabète dans la famille, même s'ils ne sont pas diabétiques, le gène peut entraver un tout petit peu la gestion des glucides et on appelle ça résistance à l'insuline. Donc, ce n'est pas une condition médicale avérée, mais il y a un gène qui veut un peu faire preuve de sa présence. Ce n'est pas très grave en soi, mais la présence de ce gène peut des fois ralentir l'entrée en cétose ou bien manifester une hypersensibilité à la présence de glucides dans notre alimentation. Donc c'est votre corps qui va définir comment il va gérer
les glucides. Ça dépend de son histoire, ça dépend des gènes que vous avez, ça dépend de l'activité physique, ça dépend de comment vous êtes habitué à manger avant de faire le régime cétogène. Donc pour les lipides, maintenant, les lipides, c'est sur notre total calorique, eh ben, c'est tout le reste. Tout le reste sera consommé sous forme de lipides. Sachant que 1 g de lipides nous donne 9 kcal. Alors si vous avez remarqué, en termes de calories, 1 g de protéines et 1 g de glucides nous donnent tous les deux 4 kcal. C'est la même chose, sauf les lipides qui sont à 1 g de lipides nous donne 9 kcal. Pour notre exemple, j'ai appliqué un ratio de 2 pour 1. Donc, je reprends le même exemple, hein, la dame de 34 ans et tout, pour terminer le calcul. J'ai décidé d'appliquer un ratio de 2 pour 1 parce que c'est un ratio correct pour une perte de poids esthétique. Il n'y a aucun souci et puis c'est tenable dans le temps. Si vous désirez faire votre régime sur 8 semaines, si vous le faites dans un ratio de 2 pour 1, vous allez tenir le coup jusqu'à la fin. Il n'y a aucun souci. Alors que si on fait un ratio aléatoire qu'on aura choisi dans un livre quelconque ou sans savoir derrière comment dire, les résultats qu'on veut atteindre, ça peut être un peu difficile de passer d'un régime standard à un ratio de 4.1 en une journée. Ça sera le fameux keto flou puissance 100 000 et ça sera peut-être pas très gérable. Alors que si vous appliquez des ratios plus doux, même le keto flou sera un peu plus tolérant avec vous. Donc ça, je pense que le keto flou, c'est quelque chose à aborder aussi. Mais bon, on verra. Je ne sais pas si ça sera intéressant de l'aborder. Il y a, je pense, aussi Nathalie qui a dit qu'on devrait aborder le sujet du keto flou. On verra, je ne sais pas. Ça dépendra. Donc, je reviens. Où on était. Voilà. Donc, l'exemple là, on est en calories désirées, on est à 2096. Donc, comment je vais partager mon total calorique sur mes 3 macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. Donc, je sais que la dame, elle pèse 65 kg et je sais que j'ai besoin de 1 g par kilo de corps. Donc, c'est juste une multiplication. Donc, 60 g de protéines fois 4 parce que 1 g de protéines égale 4 calories. J'aurai 260 kilocalories qui me viendront uniquement des protéines. Les glucides, c'est la même chose. J'ai choisi de prendre 30 g de glucides parce que c'est la moyenne. C'est la moyenne et aussi, c'est un peu plus que les 20 g que tout le monde recommande. Parce qu'on est dans un ratio doux, quand on est dans un ratio qui n'est pas thérapeutique. Donc 30 g de glucides x 4, 120 kilocalories qui me viendront uniquement des glucides. Donc pour atteindre mon total calorique désiré, c'est juste une soustraction et je finis par avoir 1716 kilocalories qui me viendront des lipides. Et donc, si je divise mes calories par 9, parce que 1 g de lipides égale 9 kilocalories, je finis par 190 grammes. Allez, on n'est pas à la virgule près, donc 190 grammes de lipides. Pour les personnes qui préfèrent faire leur calcul au pourcentage, pour ce cas-là, moi, je préfère faire au gramme. Pourquoi? Parce qu'après,
quand je suis en train de préparer mes repas, je sais exactement combien de grammes je dois mettre dans mon repas, dans ma journée. Et je finis toujours par un compte qui respecte mon ratio. Alors que quand je fais avec le pourcentage, c'est un tout petit peu compliqué de mettre 5% de glucides dans un repas. Enfin, après, chacun ses habitudes. Donc pour ce cas-là, on est quand même sur 80% de lipides, 5% de glucides et 15% de protéines. Ça, c'est un ratio cétogène. C'est clair que cétogène parce que le cétogène, c'est à partir de 65% de lipides. Et on est à 80% de lipides. Avec un ratio d'eau de 2 pour 1 et 30 grammes de glucides, on arrive à faire un 80% de lipides et on garde nos protéines raisonnablement modérées. Et avec un ratio pareil, on va certainement perdre du poids. Rien qu'en mangeant plus de lipides que de glucides, on va perdre déjà de l'eau au départ. Et après, la machine va se mettre en route et on va commencer à perdre un peu de gras progressivement. Donc, si je recalcule mon ratio, pour vous prouver encore que le ratio c'est important, alors là c'est mon total non lipidique, donc protéines plus glucides, je suis à 95 grammes. Et donc 95 grammes x 2, puisque c'est un ratio de 2 pour 1, donc 2 fois plus de lipides que les autres. Donc x 2, on est à 190. Donc notre ratio de 2 pour 1 est respecté. On est bien en cétose. On est en cétose avec 30 grammes de glucides, avec bien sûr en prenant compte du facteur d'activité physique de notre exemple. Donc on n'est pas obligé de mourir de faim pour être en cétose, on n'est pas obligé de faire des régimes hypocaloriques pour perdre du poids, on n'est pas obligé de vraiment nous torturer entre parenthèses pour avoir le corps qu'on veut avoir. Il suffit juste de bien calculer ses besoins. On a tous des besoins différents, on a tous des besoins qui sont un peu spéciaux. Pourquoi spéciaux? Parce qu'on n'a pas tous la même activité physique, on n'a pas tous la même vie. Et c'est encore plus intéressant de calculer soi-même, de prendre le temps de calculer soi-même et le refaire par exemple chaque année parce que notre âge, on prend de l'âge chaque année, donc voilà, les calculs vont un tout petit peu différer d'une année à l'autre. Et refaire aussi les calculs si jamais, par exemple, vous ne faites pas de sport et vous avez commencé à faire du sport plus régulièrement. C'est bien de recalculer pour savoir un peu où vous en êtes et surtout arriver plus facilement. Vraiment pour votre patience, vos commentaires m'ont vraiment fait chaud au cœur hier, ça m'a boosté, sachant que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'était une première fois. J'ai vraiment apprécié être avec vous et voilà, donc restez avec nous, ce groupe est génial, vous êtes génial. Et ne lâchez rien les copines, on peut tous et toutes faire ce qu'on veut dans la vie et voilà. Merci infiniment et voilà, si jamais vous désirez avoir ce document en PDF, n'hésitez pas à m'écrire, je vous sur mon mail ou sur Facebook, il n'y a pas de souci. Sinon, voilà, vous aurez la vidéo qui sera, vous pouvez la consulter directement sur le groupe. Merci infiniment encore et bon week-end à toutes.